Voilà, le bonjour d'Algérie qui vous accompagne tous les matins cet été à travers donc cette brise d'été qu'on vous présentera et bien entendu 1h30 donc d'émission avec des thèmes tout à fait intéressants. Nous allons beaucoup parler donc d'environnement avec Hamid Belkhassam dans un tout petit moment. Il nous parlera des cétacés aujourd'hui, bien sûr. Le mois de juillet, l'été en général, on parle beaucoup bien sûr de ces mammifères marins. Nous allons tout savoir sur cette espèce. Nous allons également parler de pharmaceutique, les médicaments en Algérie, toute une politique autour donc du pharmaceutique. Nous avons le plaisir de recevoir un médecin, donc un docteur surtout en pharmacie plutôt. Il viendra nous parler bien sûr de son engagement après donc 20 ans d'expérience. Nous avons également notre amie Semira Hadjamar qui elle viendra à travers sa rubrique surtout la rubrique que nous allons présenter écume et patrimoine. C'est une nouvelle rubrique qu'on a donc l'habitude donc de vous présenter chaque semaine. En tout cas, elle est là avec une belle histoire. En tout cas, ça parle toujours de légende, mais encore une fois, cette fois-ci, c'est historique. Ça se passe au XVIe siècle. La princesse Lellahom et Ali Betchin, une histoire que vous allez découvrir dans notre émission ce matin. Et puis, on aura aussi à parler de nos chercheurs et savants arabes, avec bien entendu Ahmed Grigassan qui viendra nous parler de Nabahani Kouriba. C'est un contemporain. Il viendra nous parler donc de cette figure, docteur et professeur en philosophie. Nous découvrirons son parcours et surtout son engagement. Et puis on aura aussi le plaisir de vous faire découvrir l'engagement des associations, surtout en ce temps très difficile, le temps donc de cette crise et surtout de ce Covid-19 qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui. Nous allons beaucoup développer avec l'association leur engagement durant ces temps en ce moment. C'est donc l'association des personnes aux besoins spécifiques. Ils nous parleront donc de cette campagne d'aide à l'occasion de l'Eid al-Adha aux familles démunies et surtout aux enfants autistes. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, comme d'habitude. Et puis on vous laisse découvrir ce spot. On vous donne toujours l'occasion de vous rattraper et de voir ce qu'il faut faire pour éviter la contamination, bien sûr, au Covid-19. Regardez ce spot, on se retrouve juste après. Ce sont donc des images chocs qui peuvent aussi faire peur, heurter aussi la sensibilisation de certaines personnes, mais il faut peut-être agir ainsi pour bien sûr faire changer la vie des récalcitrants, ceux qui ne veulent pas toujours y croire ou ceux qui ne veulent pas porter des masques de protection ou bien sûr éviter bien sûr les foules, etc. Nous allons parler donc du pharmaceutique comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission. Nous avons le plaisir de recevoir un docteur en pharmacie. Il s'agit de Fouad Hadji. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et vous avez donc pu voir ce spot ensemble, on le voyait ensemble. C'est vrai que ce sont des images très difficiles à voir, oui. Mais c'est ce que vivent certaines personnes, certaines contaminées, certaines donc qui souffrent aujourd'hui, comme beaucoup de personnes dans le monde. Hein. Voilà, tout le monde souffre, nous ici en Algérie aussi, mais il faut vraiment rester vigilant parce qu'il s'agit d'une pandémie vraiment dangereuse
et notre vraiment avenir est entre nos mains. On doit rester protégé et on doit vraiment lutter contre cette pandémie au maximum. C'est rester chez soi et puis porter des masques et voilà, appliquer toutes les mesures nécessaires. Voilà, pour lutter contre cette pandémie. On ne peut pas sortir comme ça, hein, donc il faut vraiment, chacun de nous doit faire attention, doubler de vigilance. Voilà. Vraiment. Et prendre sa responsabilité. Et puis voilà, donc on a perdu tellement de temps parce que la majorité des personnes étaient un petit peu négligentes, il faut dire les choses. N'y croyez pas. Voilà, n'y croyez pas. Et ça, c'est vraiment... Pensez que l'Algérie allait être épargnée. Voilà. On a vu que les chiffres ne montaient pas, mais finalement, le fait est là. Malheureusement, c'est une réalité. Et on doit sortir. Mais pour sortir de cette situation, on doit vraiment rester vigilant. Tout à fait. Et on doit vraiment se protéger. Alors, beaucoup de secteurs travaillent pour faire avancer les choses dans le domaine de la recherche, les médecins qui travaillent sans relâche, et beaucoup de secteurs qui travaillent sans relâche pour cette situation de crise, parce que nous vivons une situation de crise inédite. Le pharmaceutique n'est pas en reste, bien au contraire. Vous êtes les premiers à être aussi au devant de la scène. Les officines travaillent, ils sont obligés d'être là pour la population, pour répondre à la demande aussi effrénée. Hein. On a besoin de masques, on a besoin de médicaments, on a besoin donc de gel hydroalcoolique et surtout de solutions hydroalcooliques que les laboratoires pharmaceutiques ont bien réussi à distribuer sur le marché. Bah oui, c'est ça en fait, parce qu'il y avait une réelle urgence et vraiment les laboratoires pharmaceutiques, notamment algériens, ils ont vraiment pris leur part de responsabilité, ils ont produit ces solutions et grâce à leur production, actuellement on arrive quand même à couvrir les besoins. Sur tout le territoire national. Le territoire national. Voilà, et puis bien entendu relancer l'industrie, hein, parce que c'est vraiment une industrie. Tout à fait. Le pharmaceutique. Ben oui, c'est ça en fait. L'industrie pharmaceutique, c'est une réelle industrie. En Algérie actuellement, il y a un ministère dédié à cette industrie. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment optimiste. Hein. Et puis voilà, booster l'industrie pharmaceutique, c'est assurer aux Algériens l'accessibilité à des produits de plus en plus innovants. C'est ça. Et c'est ça. Se suffire à soi-même, essayer d'avoir ce marché national, de la production nationale, ne pas avoir à aller vers l'exportation et l'importation plutôt des produits. Oui, en fait. Freiner un petit peu l'importation. Oui, mais en fait, l'Algérie a fait vraiment a franchi vraiment un grand pas, hein, parce qu'actuellement, on arrive quand même à couvrir environ 50% en valeur de nos besoins, et c'est quand même très important. Et puis même si on parle de la facture du médicament, à la fin 2019, cette facture d'importation est tombée à $1 milliard, et c'est vraiment énorme parce que juste avant 5 ans, en fin 2014, cette facture était de 2,2 milliards de dollars. Donc une économie de 1,2 milliard de dollars qui a été faite sur un marché qui est déjà en croissance. Oui, exactement. Et on l'a pu le constater lors de cette crise. Justement, l'Algérie a très bien réagi. La disponibilité justement du médicament, l'hydrochloroquine, était quand même disponible. C'était un médicament qu'on connaissait, qui était déjà prescrit pour certaines pathologies, et il fallait qu'il soit disponible le plus vite possible. Voilà, donc c'est grâce aussi à l'industrie pharmaceutique nationale algérienne. Donc il y avait des laboratoires qui étaient là en train de produire ce produit. C'est pour ça qu'on arrive quand même à couvrir ces, je dirais, besoins urgents. C'était l'urgence, hein, et puis il n'y avait pas donc possibilité d'importer, etc., parce que c'est une crise tout est fermé. mondiale, tout est fermé. Donc, les frontières étaient fermées. Donc, il fallait vraiment compter sur soi-même. Compter réellement sur soi-même, parce que même à l'étranger, c'était déjà pas suffisant pour certains pays. Donc même si on devait affaire à l'importation, c'était vraiment impossible.
Oui, oui, tout à fait. Donc, Ça voilà. n'allait pas suffire pour tous. Voilà, donc heureusement pour nous qu'on a quand même essayé de bâtir cette industrie. Et aujourd'hui, donc au jour J, notre industrie était vraiment au rendez-vous. On n'oublie pas que nous avons actuellement donc 95 unités en full process, environ 30 en cours de construction. Donc voilà, donc nous avons vraiment un tissu, je dirais, industriel qui est là en place, qui arrive quand même à couvrir 50% des besoins. Oui, beaucoup d'universitaires aussi font le choix donc, de faire des études dans le pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, des chercheurs qui travaillent tous les jours pour trouver de nouvelles molécules et surtout la fabrication donc, de médicaments. Oui, oui, ici bien en sûr. Algérie. Oui, oui, bien sûr, en Algérie. Donc, actuellement, il y a ce mindset, cet état d'esprit vraiment donc orienté vers la recherche, vers le développement aussi des produits. Il faut dire les choses aussi. Actuellement, on est sur les produits chimiques, mais donc l'avenir de notre industrie pharmaceutique, ce sont les produits de biotechnologie. C'est une technologie qu'on ne maîtrise pas actuellement, mais je pense avec donc voilà les moyens, avec aussi l'encouragement de l'État, etc. Je pense que c'est notre avenir. Ça va venir? Ça va venir, oui. La biotechnologie, nanotechnologie, tout ce qui est dans le futur donc, de notre médicament aujourd'hui. L'État a fait énormément donc, de conciliance pour ce qui est donc, de facilitation pour l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Oui, oui, l'État, c'est ça. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est déjà un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. C'est déjà quelque chose. Il y a énormément de laboratoires ici en Algérie, algériens. Ah oui, oui, nous avons ici en Algérie 95 laboratoires qui est déjà en full process, c'est-à-dire qui est opérationnel. Et nous avons une trentaine de laboratoires qui sont en cours de construction. Donc vraiment, donc nous avons des laboratoires algériens, nous avons aussi des leaders ici en Algérie sur quelques produits, etc. Donc on arrive quand même à couvrir les besoins, comme on a dit tout à l'heure, de 50% en valeur. Et puis voilà, donc l'objectif, c'est couvrir 70% des besoins. Donc l'UNOP, c'est l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, a demandé à l'État donc un contrat de développement, etc. Où donc les acteurs publics et privés vont faire le maximum pour couvrir ces 70% des besoins. Tout à fait. On parlait tout à l'heure des étudiants qui ont fait le choix de travailler dans l'industrie pharmaceutique. Vous êtes un exemple type, vous avez donc développé votre carrière dans le pharmaceutique, vous avez 20 ans d'expérience dans ce domaine et vous avez été récompensé à maintes fois. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui. Donc, moi, c'était un choix. Et voilà, donc l'industrie pharmaceutique, j'ai eu cette belle opportunité de travailler avec des laboratoires pharmaceutiques. De grands laboratoires. Voilà, voilà, tout à fait. Et puis, voilà, donc à chaque fois, j'essaie de donner le maximum de moi-même et d'être, récompensé, comme vous avez dit. Mais c'est juste ça, donc... 3 awards, quand même. Oui, ces 3 dernières années, oui, tout à fait. Donc, de meilleures performances. Comment est-ce qu'on peut récompenser justement dans le domaine de la recherche, la biotechnologie peut-être? Vous êtes un peu plus tourné vers cela? Oui, c'est ça. Ce que je fais actuellement, c'est des produits de biotechnologie. Et voilà, donc on a essayé quand même d'instaurer de nouvelles techniques, lancer de nouveaux produits ici sur le marché algérien. Voilà. Aujourd'hui, le marché algérien est inondé donc, de produits, que ce soit algériens, internationaux. Aujourd'hui, le générique a pris une place qui est une place qui peut-être facilite dans le domaine de l'industrie pharmaceutique la disponibilité des produits, mais qui ne rassure pas toujours le consommateur, ni le malade. Oui. Ils ont toujours des doutes. Ce qui est du générique. Mais c'est ça en fait, peut-être, oui, si on prend 2 génériques, un générique étranger, un générique algérien, peut-être on a tendance à faire confiance à l'étranger qu'à notre générique, notre enfant. Et puis voilà. Mais moi je dirais le contraire, parce que notre produit générique, il est fabriqué dans un laboratoire où il est contrôlé régulièrement, etc. Nous avons vraiment la main
voir ce qui se passe. C'est un laboratoire, donc il ne peut pas fonctionner sans donc, homologation, réglementation. Voilà, donc il y a... Tout à fait, tout à fait. Donc, et puis, nous, on a tendance à faire confiance à un laboratoire, donc X, qui est sur l'autre rive, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a eu beaucoup donc, de cas où certains médicaments étaient sur le marché et tout d'un coup, on les retire donc, du marché et le médicament fait scandale. Alors, comment éviter cela quand on est dans une industrie pharmaceutique? Ben oui, en fait, un médicament retiré, donc suite peut-être à quelques effets secondaires, etc. Il y a voilà, il y a donc un laboratoire de pharmacovigilance ici en Algérie, et il est vraiment donc, il est toujours là pour voir ce qui se passe, pour récolter les informations. Et s'il y a donc quelques effets, etc. qui sortent quelques anomalies, qui sortent il est tout de suite retiré. Oui, il est tout de suite signalé. Retiré. Oui, tout à fait. Vous êtes spécialiste justement dans le cardiovasculaire, tout ce qui est prescrit pour le cardiovasculaire. Vous avez travaillé donc déjà depuis longtemps dans ce domaine-là et aujourd'hui le médicament est disponible. En Algérie. Oui, le médicament est disponible actuellement en Algérie. Les produits cardiovasculaires, les produits donc notamment prescrits dans des pathologies un peu spécifiques, l'infarctus du myocarde, etc. C'est très délicat et c'est vital surtout. C'est vital. On n'a pas donc à jouer sur la vie donc des autres, donc ce qui dit le sérieux bien sûr du travail donc de ces chercheurs dans le domaine du pharmaceutique. Oui. Donc ce sont des produits de biotechnologie. Donc on souhaite vraiment, pourquoi pas que l'Algérie pourra développer ce genre d'industrie. C'est l'industrie pharmaceutique des produits biotechnologiques. Voilà, beaucoup donc d'efforts sont consentis par des chercheurs tels que vous et surtout des industriels qui vous font confiance pour essayer donc de commercialiser tous ces produits avec les médecins, en corrélation avec les médecins, c'est très important aussi de travailler avec le corps médical. Mais c'est ça en fait, parce qu'il y a aussi des dossiers cliniques qui sont vraiment des atouts pour convaincre ces prescripteurs de l'efficacité des produits, de la valeur ajoutée aussi de ces produits. Mais c'est ça, parce qu'en fait, la prescription ne vient pas comme ça. Certes, il y a des campagnes de marketing aussi, mais aussi il y a des dossiers en termes médicaux, etc., des dossiers cliniques qui sont derrière, des preuves cliniques aussi. Et puis des recommandations internationales, etc. C'est vraiment au-delà de notre carte géographique, si j'ose dire, c'est vraiment donc on suit les recommandations internationale, donc européenne et mondiale. Ça ne pardonne pas, c'est très sérieux, ça en va donc de la vie donc, des individus, des patients qui viennent au recours chercher un médicament nécessaire, prescrit par bien sûr leur médecin spécialiste. Alors si on devait parler aujourd'hui de l'actualité, il y a donc certains vaccins qui ont été donc soumis pour ce qui est donc du Covid-19. On sait que c'est un virus qui est redoutable, un virus qui est en mutation. Comment aujourd'hui les industries pharmaceutiques peuvent travailler sur cela? On a su qu'il y avait certains laboratoires étrangers qui avaient déjà proposé un vaccin. Voilà, donc jusqu'à présent, ce sont des promesses. Nous, on reste optimistes. Donc, je pense que demain, il sera meilleur. Peut-être demain, il y aura un vaccin, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de concret, bien concret, de palpable. Voilà. C'est pour ça que nous, on fait confiance à notre gouvernement. Et je sais que s'il y aura donc un vaccin, donc l'Algérie sera vraiment l'un des premiers pays à avoir ce vaccin pour les Algériens. Pour la population entière. Et bien entendu, il faudra faire attention parce qu'il y a toujours des recommandations. On dit, c'est vrai qu'il faut faire donc, le vaccin du Covid, mais il faut faire aussi le vaccin de la grippe parce qu'on approche bientôt aussi de la saison grippale, qui est redoutable, qui pourrait aussi aggraver les choses. Oui, tout à fait. Là, nous sommes dans une réelle guerre contre ce Covid-19, mais voilà, donc on doit vraiment sortir le plus tôt possible de cette situation. Sinon, donc, dans quelques temps, dans quelques mois, on aura aussi l'autre virus influencé, le virus de la grippe, etc. Exactement. Et ça va compliquer un peu l'existence. Tout à fait, tout à fait. Alors, si on devait parler aussi de l'informel dans le domaine du médicament, y a-t-il justement ce marché de l'informel ?
En fait, oui, informel, mais peut-être aussi c'est une étiquette qui a été collée un petit peu à l'industrie pharmaceutique en Algérie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique dans le monde. On Oui. sait qu'il y a des lobbies, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour essayer de trouver de nouvelles molécules pour vendre plus cher des médicaments, etc. Mais vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne sont pas dites également. Oui, tout à fait. Et voilà, donc une autre Facette, étiquette ouais. aussi, une autre étiquette, le lobby, c'est une étiquette aussi collée. Mais voilà, comme vous le savez, l'industrie pharmaceutique en Algérie, c'est un domaine vraiment réglementé. On ne peut pas ni produire ni importer sans avoir un agrément. Et puis, il y a donc des dossiers, etc. Il y a des contrôles. Donc voilà, moi je dirais que voilà, le marché algérien, c'est vraiment un très bon élève de l'économie algérienne. C'est vrai. Alors nous, on voulait en tout cas faire un gros plan sur votre parcours. Vous avez fait donc des études en biologie. Vous avez été vétérinaire, vous êtes vétérinaire de formation Je suis et vous avez vétérinaire de ensuite formation. épousé cette carrière donc du domaine pharmaceutique qui vous a passionné. Vous avez fait donc des recherches dans ce domaine. Vous avez été lauréat. Comment est-ce qu'on peut être donc lauréat? C'est-à-dire que vous avez donc créé des nouveautés, des innovations dans ce domaine-là? Oui, mais d'un point de vue, je dirais, marketing et opérationnel, voilà, c'était vraiment donc développement de cette nouvelle technique de traitement ici en Algérie, etc. Voilà. Très bien. En tout cas, bravo à vous. On a été ravis de vous recevoir pour parler bien sûr de ce domaine qui est un domaine très vaste aujourd'hui, vraiment d'actualité, très donc pointé du doigt en ce moment. On souhaite une bonne santé à tous ceux qui nous regardent et qui sont en ce moment malades, mais grâce à des industries et des hommes tels que vous, on arrive à avoir une belle industrie pharmaceutique en Algérie. Merci beaucoup. Je souhaite vraiment donc une bonne santé à vous et à tout le peuple algérien. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle, Fouad Hadji, vous êtes docteur, expert en industrie pharmaceutique. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Eh bien, on va suivre ensemble tout de suite cette campagne qui a été menée donc, au mois de juillet, une campagne de lutte contre les feux de forêt. C'est un reportage signé Mariam Moussaïd. Si pour certains, l'été rime avec vacances et repos, ce n'est pas le cas pour les brigades mobiles de lutte contre les feux de forêt. Un travail au quotidien élaboré par la conservation des forêts, dans le cadre du plan de lutte contre les feux de forêt sur le territoire national en prévision de la saison estivale. Nous avons 2 postes de vigie au niveau de la forêt de Baïnem. Dès que nous observons une fumée ou un départ de feu, nous lançons l'alerte et nous nous dirigeons vers la zone concernée. Dès que nous arrivons sur les lieux, nous constatons la gravité. Si l'incendie n'est pas important, nous l'éteignons. Si ce n'est pas le cas, nous demandons du renfort. نتجهوا لهذيك البلاصه ديريكت مباشره كي نلحقوا تما نشوفوا الدخان اسكو نار اسكو غير حاجه صغيره حاجه كبيره نعاودوا نتصلوا به اذا كانت نار كبيره هو يعاود يتصل بالحمايه باش يعطينا الدعم تاع الاخر واذا كانت حاجه صغيره الدخان صغيره حنا نطفيوها ما كان لا تستدعي بالحمايه ونقوم بعمليه الاخماد. Pour les gardes forestiers de la forêt de Baïnem, des départs de feu ont déjà été maîtrisés durant le mois de juin. Nous avons 3 dispositifs au niveau de la wilaya d'Alger. Ici, dans la forêt de Baïnem, à la forêt de Ben Aknoun, et la 3e, c'est à la forêt de Bouchaoui. Le dispositif se compose de véhicules d'intervention, de camions-citernes et de brigades mobiles d'intervention et d'observation 24 heures sur 24. Nous intervenons toute l'année au niveau de la forêt et surtout avant l'arrivée de l'été. Nous procédons au nettoyage et au débroussaillement de la forêt et nous entretenons aussi les pistes forestières pour faciliter tous nos mouvements et nos interventions. هذه الأشغال تتمثل في عملية تنظيف وملء خزانات المياه
عملية تسطيح الدروب الحراجية، الدروب اللي هي لي بيست فوريستيار، يعني وين كانت مخسرة نخدموها، وكذلك تنقية حواف الدروب. Le plan de lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2020 a été lancé le 1er juin pour protéger les espaces forestiers en mobilisant tous les moyens matériels et humains. Voilà, on parlera donc d'environnement, on continuera à en parler tout de suite avec Hamid Belkacem, la rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Ça va? bonjour à tous. Ouais. Alors les feux de forêt, c'est vraiment de saison, il faut faire attention, bien réglementer. Oui. C'est le faire de tous parce que le patrimoine, en fait, on est en train de brûler nos poumons. On s'oxygène en forêt et lorsque les forêts brûlent, il y a plus rien. Et les incidences sont nombreuses. Oui. Lorsqu'il y a plusieurs hectares parcourus par le feu, il va y avoir une désertification locale. Et bonjour les dégâts, je veux dire, Voilà, l'impact sur l'environnement est certain. Cette campagne est très importante, justement, la prévention, surveillance accrue, bien sûr, de nos massifs forestiers. Et cette année, on doit mettre un accent, on va redoubler d'efforts, on va dire, parce que vu que pour le moment, le littoral n'est pas encore ouvert à la baignade, donc on va rechercher de la fraîcheur dans les massifs forestiers, dans les forêts récréatives, on pourrait être amené à faire des petits barbecues et bonjour les dégâts. Donc, vigilance, vigilance, encore vigilance. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la mer. Et bien entendu, on va la voir en images, en attendant d'être au plus près, bien sûr, des rivages. Aujourd'hui, on va parler des cétacés. Parce que quand on dit mois de juillet, quand on dit l'été, c'est aussi des journées consacrées à ces cétacés, ces mammifères marins. Oui, et bien, fin juillet, je crois que c'est le 23 juillet, qui marque la journée mondiale des cétacés. C'est plusieurs familles. Hein. Les cétacés, vous avez les globicéphales, les baleines, les dauphins, les marsouins et tout, et qui sont malheureusement pris à partie dans des pays où on chasse la baleine, alors qu'il y a une commission baleinière internationale. On chasse la baleine au Japon, alors c'est interdit, mais les Japonais disent que c'est une pêche scientifique. Réglementée, scientifique. C'est pas tout à fait cela, vu l'utilisation qu'on fait de cette... Ça ne va pas au labo, ça va sur le marché. Baleine, etc., l'industrie. Voilà. La baleine à bosse, la grosse baleine qui est inoffensive. Vous savez, tout ce qu'il y a dans l'eau est inoffensif. Petite parenthèse peut-être pour parler du requin qui est cité, qui est diabolisé, qui est chassé, mais de par le monde, il y a 4-5 personnes attaquées par des requins durant une année, 365 jours, mais l'homme, ce bipède, en mal assoiffé de sang, c'est des dizaines de milliers de requins qui sont assassinés chaque année que Dieu fait. Donc, franchement, qui est qui? Qui est qui, exactement. Alors, c'est vrai qu'on parle énormément donc, de tourisme également, en mer, en haute mer, où on voit bien sûr des bateaux incessants qui vont et viennent pour faire donc visiter et voir donc ces baleines, observer des baleines, heureusement de loin, mais c'est lors des repos. C'est lors des repos, en fait, c'est ce qu'on appelle le whale watching, c'est regarder les baleines. C'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les baleines étaient là, dans et sur leur territoire. À un moment donné, elles se sont faites massacrer pour des raisons strictement économiques. Il y a eu une levée de boucliers, il y a eu des pétitions, il y a eu des ONG qui ont beaucoup travaillé et les Nations Unies ont réglementé la pêche, la chasse, parce que c'est une chasse, on leur court après, à la baleine. Il y a un repeuplement dans certaines parties du globe, et c'est ce repeuplement qui a amené une forme de tourisme. C'est le tourisme où on va pour voir les baleines, les globicéphales, y compris les dauphins et tout. Sauf que ce commerce a eu une montée exponentielle, effrénée, qui a fortement perturbé ces cétacés. Donc, nouvelle réglementation qui a cette fois-ci associé des scientifiques pour voir quels seraient ou quels étaient les meilleurs moments de la journée, le type d'embarcation, le nombre de personnes, pouvait-on donner à manger parce qu'il y a eu parallèlement à cela le shark feeding, c'est-à-dire des plongeurs qui allaient sous l'eau pour alimenter les requins, et d'autres.
La problématique qui s'est posée, c'est on a violé l'intimité et l'espace restreint dans lequel se reposaient les baleines. Vous imaginez devant chez vous à 2 heures du matin un engin motorisé qui vient faire rouler son moteur. C'est inadmissible. Mais c'est ce qu'on fait pour ces baleines. Et ce sont des animaux, donc ce sont des êtres vivants qui ont besoin de se reposer. Tout à fait. Et nous, on va les perturber. Et encore mieux, nager aux côtés des baleines et se vanter de nager aux côtés des baleines. Prendre des photos et des dauphins, etc. Et ça les perturbe. Vous imaginez, on dit, ah tiens, moi j'aime les baleines, donc je vais aller... Oui, vous les aimez, vous les regardez de loin. À la limite, vous les regardez à la télé. Il y a plein de sites où on peut voir ça. Mais aller envahir, parce que c'est un envahissement de terrain. C'est vrai. Aller envahir l'espace de ces gentils petits dauphins ou ces baleines, ça c'est pas normal. Là c'est une autre problématique, ce sont des échouages. Des échouages qui sont provoqués. Il y en a de plus en plus ces dernières années. Il y en a eu dernièrement du côté de Cherchell, où une association que nous saluons au passage, qui est basée à Cherchell, Mare Nostrum, nous a interpellés pour dire c'était le 2e cétacé qui s'échouait en l'espace de 15 jours. Ça fait un chouïa bzaf. Exactement. Et ces chouïa bzaf a tendance à se répéter. Oui, c'est 2 en 15 jours. Ils ont été, ils ont vu, ils ont enquêté, ils ont vu que ce cétacé, ce rorqual avait des entailles, donc il avait été heurté par une hélice. Et donc, ça aussi, c'est terrible. C'est terrible parce que les ONG, les associations essayent, mais là, on perturbe, c'est l'activité maritime qui perturbe un cétacé se guide grâce à une sorte de sonar. C'est ça. Mais lorsque l'activité maritime, lorsque les bateaux à proximité ne respectent pas, parce qu'il y a des aires marines protégées, mais lorsque dans une aire marine protégée, vous avez beaucoup, soit les bateaux pour touristes, soit la plaisance simple, soit le commerce, soit les grands pétroliers qui la traversent, ça pose un problème parce que le sonar de ces cétacés-là regardez là, c'est vraiment à proximité. Immédiate. Et c'est une violation de l'intimité de ces animaux qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se reproduire, qui ont besoin de s'alimenter. Oui, vous avez parlé donc des dauphins, on en a beaucoup sur nos mers en Méditerranée. Oui, il y a un certain nombre. Il y a le dauphin, il y a le marsouin. Il y a le marsouin, tout à fait. En tant qu'enfant. Il y a eu un projet, j'allais dire, mort-né dans les années... Je pense que c'était en 97 ou 98, c'était du côté de, pas loin du siège de Recife, de Tamentfoust, où devait être créé avec la collaboration et le partenariat d'une institution italienne, le sanctuaire des cétacés. C'était entre Tamentfoust, ils sont magnifiques. Il y a un pur plaisir à les voir, à les observer, mais de loin. Tôt le matin, vous savez, vous prenez une petite embarcation, vous allez du côté entre Tamentfoust et Intaya, à 7 h du matin. Pendant cette période, vous risquez de trouver des dauphins. Mais il faut les voir de loin. Exactement. Il y a eu une très belle vidéo ces jours-ci où on a vu donc des jeunes trouver un petit dauphin qui allait s'échouer. Ils se sont photographiés avec. Et ils l'ont remis en mer. C'est beau, c'est un beau geste en tout cas. Et ça fait quelques semaines, une vidéo a fait le buzz dans la wilaya d'Alger. Baïnem, des centaines de dauphins. Des orques. Oui, non, les dauphins, par centaines. Bon, les orques, c'était un fake parce qu'on a voulu dire, voilà, on en reparlera. C'était des centaines de dauphins au large de Baïnem. Et c'est le bon côté de l'arrêt de l'activité loisir maritime. Et qui a fait que les dauphins s'approchent un peu plus du rivage. Du rivage. Mais il faut les protéger, il faut les observer et toujours les observer de loin. C'est un tourisme qui est lucratif. Ça permet aux pêcheurs qui ont des revenus de moins en moins importants parce qu'il y a de moins en moins de poissons de pouvoir faire du... Mais il faut que ce soit, pour qu'il soit durable, pour que ce soit une activité pérenne, il faut que ce soit responsable. Réglementé, responsable. Regardez, par exemple ça, c'est un tourisme de masse et quand on voit bien sûr ces embarcations qui font des allers-retours avec énormément de touristes qui viennent voir, qui viennent observer, prendre des photos, ça fait du mal ça les perturbe. Vous imaginez, vous êtes chez vous, dans votre jardin, et il y a des gens
venus de l'extérieur venir vous voir, vous reposer. On a sur toujours eu votre l'impression transat. que, par exemple, les dauphins, par exemple, étaient très contents de voir comme ça des individus, des hommes, des femmes. Oui. Ils font des plongeons. Ils nous donnent l'impression d'être heureux. Une personne, deux Oui. personnes, trois personnes. Oui. Mais lorsque Il y a ce du monde. sont c'est beaucoup de monde tout au long de la journée et tout au long d'une vaste saison touristique, il y a des endroits où la météo permet Oui. d'aller voir les dauphins durant toute l'année. Et c'est pas possible. Exactement. Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se nourrir. Et il faut respecter la vie de l'animal. Exactement. Je suis désolé, mais... Alors, il y a oui. ça, il y a donc les filets fantômes. Ça, c'est un véritable désastre. On a eu déjà à en parler. Il y a des plongeurs qui vont pour couper les filets et surtout libérer certaines espèces qui restent coincées. Ça se fait régulièrement tout au long du littoral algérien, mais ça dépend des moyens des associations. Je sais que du côté de Recife, il y en aura une Voilà. septembre pour C'est marquer des filets la qui journée. restent échoués comme Oui, ça, hein, des en fait, pêcheurs, ce sont des pêches. parfois ce sont Énorme. de très grands filets. Pourquoi? Vous avez des filets qui font 1200 mètres carrés. C'est Oula. énorme. C'est les filets de chalutiers, pêche, oui. d'accord? C'est des filets de pêche qui lorsqu'ils s'accrochent au fond, sont coupés Oui. par les chalutiers. Après, en fonction au gré des vents, ça se libère et ils continuent de pêcher. C'est ce qu'on appelle la pêche fantôme. Donc, quand vous avez un filet qui fait 1200 mètres carrés qui flotte entre deux eaux, lui pêche, capture, emprisonne souvent des dauphins, des marsouins qui finissent par mourir. Ouais. Alors, vous avez parfois des petits poissons qui sont pris dans ces filets-là et vous allez voir tout autour des dauphins, des marsouins qui voudraient aller manger, se nourrir de ces poissons-là qui sont pris dans les filets et ça fait un grand massacre. Oui, exactement. Il y a de véritables aussi sanctuaires, comme on les appelle, des sanctuaires où on peut observer, donc qui sont très connus et qui sont aussi très convoités dans le monde. Hein. Oui, vous savez, un petit peu partout, l'Union internationale de la conservation de la nature, qui est une organisation des Nations Unies, a fait les aires spéciales particulièrement protégées. En Algérie, nous avons une législation qui dit la chose suivante. Il y a déjà une aire marine protégée, c'est la première, au niveau des îles Habibas. Il faudrait qu'un jour on installe les studios de Bonjour d'Algérie à partir d'Inch'Allah des îles. Enfin, c'est un vœu, c'est un projet. On peut lancer à notre direction pour relever le défi. Hein. Un Bonjour d'Algérie en direction. On a déjà fait du reportage, mais être là-bas sur place, en direct, ça serait magnifique. Beau. Et en fait, une réserve marine, c'est quelque chose d'important, d'abord pour la communauté des pêcheurs. Parce qu'en fait, on fait une zone de mise en défense où on interdit aux gens de pêcher. Les poissons vont se multiplier et une fois où l'habitat devient très restreint, ils vont migrer. Au plus grand bonheur des pêcheurs qui vont se retrouver gavés de poissons. Alors il y a les îles Habibas, mais il y a des projets pour classer un certain nombre de sites, à savoir l'île de Rjdoun, appelée aussi Leïla, dans la wilaya de Ain Mouchent. Il y a le banc des Kabyles du côté de Djidjel, et il y a la frange marine et maritime du côté des Tipaza, entre l'anse de Kouali, où il y a l'un des derniers grands bancs de Posidonie, qui est le poumon de la Méditerranée, qui va de l'anse de Kouali, c'est juste avant le complexe touristique, jusqu'à la pointe du Mont Cheloin. Et il y a Serijina, il y a en fait une quinzaine de réserves marines en projet et en voie de classement. Des scientifiques, des spécialistes des sciences de la mer, ils travaillent et j'espère qu'on va avoir toutes ces... il y a le parc national de Taza, du côté de J, qui est très beau. Donc il y a le parc national et il y a l'extension de la frange marine au niveau de ce parc. Il y a l'île Plane, oui, il y a énormément de réserves marines. Et qui dit réserve marine dit tourisme responsable. Tout à fait. On a pris du retard, mais peut-être ce retard pourrait être bénéfique
pour mieux organiser, réglementer et Exactement. accompagner cette forme de Tout tourisme. à fait. Nous avons des scientifiques, nous avons des plongeurs qui sont aussi très responsables pour justement réglementer tout cela et faire que ce tourisme soit un tourisme durable et responsable. C'est très important. Et bien entendu, responsabiliser nos pêcheurs. Voilà. Et bien entendu, tous ceux qui observent, qui sont sur des barques et qui observent ces cétacés, il faut absolument, bien sûr, les protéger. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. C'était un réel plaisir de parler des cétacés. On a fait un beau plongeon dans les fonds marins. On se rafraîchit avec les dauphins. Voilà. On se rafraîchit avec les dauphins. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Inch'Allah. On continue à vous suivre et vous écouter surtout chaque semaine. Allez, on va vous faire plaisir et cette fois-ci s'intéresser à nos assiettes. Hein. C'est pas parce qu'il y a du poisson qu'on va pouvoir le manger. Non, on va vous proposer quelques fraîcheurs pour cet été puisque notre chef Amine vous propose donc des recettes vraiment donc estivales à travers donc le reportage signé Maya Amrani. À 30 km d'Alger, un complexe touristique où se situe l'hôtel Saphir Mazafran. Accueil, confort et zénitude assurés. Et pour se refaire une santé, une alimentation saine concoctée par le chef Amine Messili. Vous savez, dans les hôtels, on commence à travailler directement des choses qui sont faites minutes. Donc on commence à trancher, à dresser l'assiette directement. On ne met pas exactement avant. Donc on commence. Le carpaccio, ça veut dire quoi? C'est toujours travailler des produits en fines tranches. Et là, on commence à travailler aussi en carpaccio, la figue de Barbarie. Très difficile de la découper. C'est un produit qui est très délicat. Maintenant, on va travailler nos langoustines. Donc on prend les langoustines. Comment découper les langoustines? Toujours donner vers le bas, c'est-à-dire tirer vers le bas et faire ce geste-là. Maintenant, on va les prendre et on va les cuire en aller-retour. Donc on aura besoin de nos 2 queues de langoustine. On prend un peu de beurre et on prend juste un petit peu d'ail et on ne met pas de sel. Au départ, jamais de sel, sinon elle va sécher. Ça sera juste un aller-retour. Et là, on y va sur feu directement. Et là, la cuisson, elle est parfaite. On met un petit peu d'ail, juste un petit peu, un soupçon d'ail. Et on les remet carrément. Le chef Amine, très pointilleux sur le choix des ingrédients qui entrent dans la composition de son menu. Là, on reprend notre assiette, on prend nos queues de langoustine, on les dispose de cette manière. Et là, on fait une sauce qui va avec. Une vinaigrette à la saveur de date et très tonique pour accompagner les salades. Elle a une consistance et elle est perlée. Donc là, on prend carrément le citron qui accompagne toujours. Qui accompagne très bien, merveilleusement bien notre entrée ou le poisson en général. Salé, sucré, le chef n'hésite pas à marier fruits et légumes ainsi que du poisson. Salade généreuse, un avantage pour préserver sa forme. La salade, elle est impeccable. On prend les petites feuilles, donc on fait un bouquet de cette manière-là. On prend nos moules, on les dispose, qui ont été sautés directement avec de l'ail, un peu d'huile d'olive et sautés à l'ail. On prend nos moules de cette manière, on prend nos queues de langoustine. Pareil, sauté avec de l'ail et du beurre. Voilà, on met comme ça, exactement. On prend notre calamar qu'on a déjà fait bouillir dans de l'eau. Donc on prend 3 rondelles, de cette manière, on va les mettre. Des salades nourrissantes et rafraîchissantes pour l'été, accompagnées d'une boisson tonique à base de citron et de menthe fraîche, le tout mixé avec des glaçons pilés, un plein de vitamine C et d'énergie. Déjà même, je vais vous donner une petite astuce. On a l'habitude maintenant de travailler ce genre de menu. Même les menus qu'on a concoctés, vous et moi, en cuisine, c'est des menus qui comportent beaucoup d'ingrédients qui sont très bénéfiques pour le Covid directement, pour combattre le Covid, pour avoir plus d'immunité dans le corps de l'être humain.
La nourriture est à base de vitamines. Vitamine C, beaucoup de vitamine C, beaucoup de sels minéraux, beaucoup d'iode, beaucoup d'oméga 3, tout ce qui laisse le corps résister à d'autres virus ou à des virus tels que le corona aussi, que le Covid-19. Avant qu'ils viennent, ils pensaient qu'ils auraient le même traitement qu'ils ont eu en France. Je le précise très bien. Quand ils sont venus là, ils étaient merveilleusement étonnés. C'est-à-dire ils voyaient des commodités 5 étoiles. Depuis l'arrivée de Amin au niveau de Mazafran, il y a eu un grand changement au niveau de la cuisine, en matière d'hébergement, cuisine, et même la formation. Il a formé des gens et il a donné satisfaction dans son travail. Donc il a un grand parcours au niveau du Mazafran. Et bravo pour Amin. Pour déguster ces salades, quoi de mieux que de s'installer dans ce beau jardin, au milieu de la verdure, pour mieux apprécier les plaisirs de la table. Voilà, les plaisirs de la table et bien sûr chaque semaine, Chef Amin est là pour vous en donner des recettes et continuer aussi à vous accompagner, vous qui êtes confinés, donc des recettes absolument à faire chez soi. Ça a été l'exemple donc dans ce reportage. Eh bien, nous allons parler aussi donc du mouvement associatif. Le mouvement associatif est très présent durant bien sûr cette crise, bien entendu sanitaire. Beaucoup d'associations sont venues sur notre plateau pour nous parler donc de ce qu'elles font régulièrement sur le terrain. À l'exemple de Houda Barli, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes donc chargé de communication au sein donc de l'association des personnes aux besoins spécifiques et aux côtés aussi de l'association Amel. Vous travaillez avec d'autres associations. Vous avez donc lancé une plateforme d'aide. Oui, tout à fait. En fait, dû à cette crise de pandémie, des jeunes citoyens et citoyennes compétents et pluridisciplinaires ont décidé de créer une plateforme en fait de solidarité qui met le lien entre les bienfaiteurs et les personnes aux besoins spécifiques ou nécessiteuses. Donc il y a eu plusieurs campagnes de dons qui ont été collectées, notamment durant le mois de Ramadan. Donc ça a commencé au mois de Ramadan et ça s'appelle N'Taawnou 16. Et en fait, c'est une initiative, c'est une plateforme qui existe dans plusieurs wilayas. Donc vous allez trouver le N'Taawnou 31. Voilà. En fait, l'initiative vient de la wilaya d'Oran au départ et ensuite elle a été élargie. Il y a le N'Taawnou 35 et d'autres wilayas aussi nous ont suivis. Donc ce sont des jeunes très compétents, bénévoles et très solidaires. Donc la solidarité a été vraiment... Et disponible surtout. Parce que on fait en sorte d'être disponible en fait. Vous-même, vous êtes donc chercheur dans le domaine, dans votre domaine plus précisément, et vous avez beaucoup d'activités en parallèle et vous avez quand même prêté votre aide, vous avez aidé donc ces personnes. En fait, le confinement a fait qu'on était obligé de rester à la maison, donc forcément il y a du temps qui s'est dégagé parce qu'avant on avait peut-être la navette à faire, les déplacements dans les transports, etc. Et ce temps-là, en fait, on l'a juste optimisé. Parce que moi, en tant que chercheur, je fais de l'optimisation dans le domaine de l'énergétique. Et en fait, c'est juste optimiser son temps, le gérer pour en faire bénéficier les personnes qui sont nécessiteuses. Et c'est justement dans des occasions pareilles qu'on peut être solidaire avec notre société et faire un petit peu le lien entre les uns et les autres, même si on ne peut pas le faire directement. Voilà, faire le relais entre les personnes nécessiteuses et les personnes... Alors, est-ce que ça a été plus simple justement d'être visible sur Internet et avoir ces liens comme ça de chez soi, pouvoir mettre les uns en contact des autres, pour pouvoir récolter déjà bien sûr des fonds et pour pouvoir aussi continuer votre effort? En fait, et le faire parvenir aux plus nécessiteux. Tout à fait. En fait, ce sont des équipes. Il y a l'équipe numérique, donc de la plateforme, la création de contenu, la communication, l'équipe dont je fais partie. Il y a aussi d'autres équipes de terrain, il y a les équipes de collecte. Donc, c'est, on va dire, tout un réseau. Mais bien sûr, la visibilité sur Internet nous donne
un impact beaucoup plus grand parce que ça peut être vu par différentes personnes. Nous pouvons gagner beaucoup de temps parce qu'on peut donc partager les pages. Donc nous avons créé plusieurs thématiques. Il y avait aussi l'information, donc l'information sur les mesures sanitaires que tout le monde doit respecter. Il y avait les news, donc tout ce qui se passait autour du Covid-19 pour informer la société, et aussi les actions de solidarité, donc les appels, les SOS donc qu'on fait passer. Et aujourd'hui, en fait, on est venu pour une initiative, une action avec l'association Al-Amal. Voilà, l'association Al-Amal, vous m'avez dit tout à l'heure, vous vous intéressez énormément aux enfants autistes, aux enfants trisomiques et surtout à leur bien-être. Et ça a été le cas, vous m'avez dit, c'est très difficile pour un enfant autiste de pouvoir le garder confiné. Ça a été la problématique de beaucoup de parents cette période, et pouvoir rester chez soi, ne pas sortir alors qu'ils avaient des activités. Vous aviez donc des activités à leur offrir? Oui, tout à fait. En fait, l'association Al-Amal est une association qui a créé en fait un club équestre. Donc, c'est le club Espoir équestre sur sa page Facebook, et qui s'occupe des enfants atteints d'autisme ou de trisomie. Voilà, on est en train de vous voir là. Voilà. Donc, cette association accueille ces enfants-là pendant toute une journée. Et en fait, c'est une thérapie. Donc, c'est géré par une très grande dame qui est Madame Mariama Ben Oufala, et qui fait un travail extraordinaire de solidarité et d'amour pour ses enfants. Sorties équestres. Donc il y a en fait, ce n'est pas que la sortie équestre, on s'occupe du cheval. Il y a tout un travail qui se fait avec le cheval, et en fait ça permet de créer des liens, de tisser des liens affectifs, parce qu'on sait que l'enfant autiste il est un petit peu coupé de son environnement, et au fur et à mesure de son contact avec les animaux, donc il y a des chevaux, il y a des chiens, il y a d'autres animaux, et il va développer ce lien-là, et il va commencer à connaître son nom, à pouvoir se retourner lorsque ses parents l'appellent, à peut-être sourire, à être joyeux, et même, on va dire, le niveau d'inconfort qu'il ressent lorsqu'il est dans des espaces confinés disparaît, et il devient tout à fait épanoui et plus rassuré déjà. Tout à fait. Mais elle est jolie cette photo. Voilà, donc vous voyez le sourire qui se traduit sur leur visage. Vraiment, c'est ça qui nous motive, et de faire du bénévolat. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que nous avons tous nos besoins de sécurité, nos besoins affectifs, nos besoins de contribution. Voilà. Et ces enfants, c'est juste qu'ils sont un peu spécifiques dans leurs besoins, et que ce besoin-là se voit. Alors que chez nous, ça ne se voit pas. On peut le camoufler autrement. C'est mignon, ça aussi. Mais chez ces enfants-là, c'est vraiment de la spontanéité. Donc, il faut les accepter. Il faut leur donner des espaces où ils peuvent exprimer cet amour. Ce sont des enfants qui regorgent d'affection et d'innocence. En fait, c'est ce dont a besoin notre société. En fait, ça fait partie de nous. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les laisser de côté. Au contraire, c'est vraiment un bonheur de les voir comme ça. S'oxygéner, sortir d'un cadre bien sûr fermé, d'un cadre où ils sont toujours avec papa, maman, frères et sœurs, etc. Ou carrément une spécialiste qui va l'encadrer, une auxiliaire, une personne qui va être toujours à leur côté. C'est très difficile. Et pouvoir sortir comme ça et les laisser libres, bien sûr, tout en surveillant avec des animaux, par exemple, ça les stimule. Tout à fait. Il y a une stimulation donc, par rapport à leur, on va dire, capacité cognitive. Il y a des salles de motricité, psychomotricité, et en fait ce qui est bien avec cette association, c'est que c'est une thérapie en même temps. Ça leur permet justement de faire beaucoup de progrès par rapport à un travail qui se ferait avec un thérapeute. Vous l'avez ressenti, ce progrès, justement, au fur et à mesure de tous ces efforts que vous avez faits. En fait, c'est toute une équipe. Moi, je ne suis que dernièrement bénévole avec cette association. En fait, on est en train de préparer un programme de gestion de stress pour les parents. Ouais. En fait, parce que les parents, il faut dire qu'ils sont un petit peu stigmatisés par la société. Donc, il faut des deux côtés.
et donner un petit peu un état de conscience à la société que ces parents-là, en fait, ils n'ont pas qu'un seul enfant, ils en ont peut-être 3 ou 4 autres. Donc il faut les aider, il faut être là pour eux et il faut peut-être encourager ce genre d'espace. Donc aujourd'hui, je fais un appel aux dons, aux sponsors pour l'association Al-Amal, qui est une association donc, qui s'occupe de ces enfants autistes et atteints de trisomie, qui fait un travail extraordinaire de thérapie par le sport, donc par le jeu et par cet espace qui est mis à la disposition des parents et aussi de ces enfants. Voilà, c'est vraiment un épanouissement pour les enfants. Vraiment, quand on les voit sourire, quand on les voit faire des activités, quand on les voit s'épanouir auprès donc, de ces animaux et attiser leur curiosité surtout, faire du jardinage, regardez, c'est mignon et ça les stimule. Et après, quand il y a eu ce confinement, il y a eu une coupure. Donc les enfants étaient en souffrance en fait. En fait, ils sont toujours confinés. Le club est actuellement donc à l'arrêt des activités, d'où cette action de solidarité avec leur famille. Donc aujourd'hui, on les a accompagnés pendant le mois de Ramadan et aujourd'hui, on est là pour une collecte de dons aussi pour le coup fin de l'Aïd. Donc on est là pour les soutenir au moins matériellement en attendant que les portes du club s'ouvrent, Inch'Allah. Voilà. Et Netaounou 16, elle est là justement pour donner de la visibilité et de l'accessibilité à toutes les actions de solidarité. Donc on est là pour tous ceux qui veulent faire passer leur message. C'est tout au long de l'année, cette plateforme va rester. Exactement. Donc c'est quelque chose qui s'est créé dans l'urgence pour faire quelque chose parce qu'on devait agir. Voilà, on ne pouvait pas rester les bras croisés et par la suite, nous avons décidé avec l'équipe de continuer à travailler et voir comment justement valoriser cette plateforme. En tout cas, bravo à vous et puis bravo à toute cette équipe qui est donc une équipe multidisciplinaire qui travaille en corrélation avec d'autres associations pour aider les autres, hein, c'est le plus important et surtout apporter un épanouissement réel à ces enfants. Merci beaucoup. Je tiens juste à la fin à remercier tous les donateurs et les bienfaiteurs de l'association ML qui existe et qui accompagnent cette association déjà. Donc je les remercie de la part de Madame la Présidente, Mariama. Donc merci à eux de nous accompagner et merci aussi à ces enfants d'exister parce qu'ils nous permettent justement de faire de notre mieux, de faire justement cette contribution de solidarité qui en fait est l'un de nos besoins, nous, fondamentaux, tels que le dit Tony Robbins. Parfait. Voilà, je vous remercie pour l'accueil. Merci à vous, Houda Barli. Je rappelle que vous êtes chargée de communication au sein de l'association des personnes aux besoins spécifiques. Et merci, à très bientôt et bon courage avec ces enfants et surtout ce bel accompagnement. Merci beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à rester dans le domaine du patrimoine et surtout vous intéresser à notre patrimoine, bien sûr, cette fois-ci, du côté du sud du pays, à Tamanrasset plus précisément. Un reportage signé Sarah Derbel. Nous sommes au sud-est de l'Algérie, plus précisément à Tamanras, dans la région d'Agnar. Un véritable musée à ciel ouvert, une beauté naturelle du Sahara algérien, avec ses richesses et son patrimoine inestimable. Agnar, une région rocheuse avec ses gravures rupestres et ses sites archéologiques. Des gravures représentant des animaux, des symboles et des écritures berbères, appelées tafiner. تحكي أو تعكس الجانب المحيط البيئي للإنسان القديم وهي تعود إلى un art qui représente l'environnement dans lequel vivait l'homme préhistorique avec des gravures qui remontent à une période cruciale dans l'histoire de la Hagar, à savoir l'Holocène entre 10 à 15 000 ans avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'homme était très prolifique en matière d'art rupestre. هو الثمرة المنتجة لهذا الفن الذي يعد من أرقى الفنون. Pas loin d'Agnar, Tit, un autre site à découvrir avec ses gravures rupestres remontant à la préhistoire, mais aussi ses qsour et ses stèles funéraires. En plus des gravures rupestres, nous avons ici des stèles funéraires plus récentes, avec plusieurs formes et styles différents qui nous démontrent la parfaite organisation de cette société.
رقي هذا المجتمع ومدى تطوره ومدى تنظيم هذا المجتمع. Des sites préhistoriques importants qui captiveront assurément les touristes des 4 coins du monde. Le Sahara algérien présente un grand intérêt géologique, d'où l'importance à veiller à sa préservation. Voilà, en tout cas, de belles images qui nous donnent envie d'aller à Taman Rasset, même si c'est l'été et qu'on a chaud. Alors, Samira Hadjaman ne va pas me dire le contraire, puisqu'elle y a séjourné assez longtemps pour pouvoir nous raconter de belles choses. Elle ne va pas nous parler de Taman Rasset aujourd'hui. Non. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, dans la rubrique Écume et patrimoine, vous allez nous raconter une belle histoire. Comme chaque semaine, on voyage avec vous. On voyage, on remonte au XVIe siècle, 16e et 17e siècle, et on revient sur une fable en fait. Oui. Une fable qui aurait pu exister ou pas, mais dans les vestiges reste encore, puisqu'il s'agit de la mosquée Ali Betchin. Donc elle se trouve au croisement entre la rue Bebloued et la Basse Casbah. En tout cas, la mosquée existe et le nom est réel. Le nom est réel. D'accord. Ali Betchin a existé. Ali Betchin a existé. Il a été l'un des pachas d'Alger. Mais avant ça, quand il était tout petit, quand il avait 12 ans, dans son village Massa, en Toscane, en Italie, il a été kidnappé, capturé par des janissaires, donc envoyés par le sultan Ibrahim. Donc il a été kidnappé et ramené au marché des esclaves à Alger. D'accord. Et là, en fait, il est... c'est un Italien. C'est un Italien, c'est un vrai Italien. Ouais. Il a même gardé l'accent, il avait à peu près... C'était un adolescent, donc c'est pas très bien, 12 ans ou 14 ans. Il est vendu et il est acheté par, en fait, par Fatah Allah et sa femme, la magnifique, la tendre, Lalla Nfina. Voilà. Donc, il l'achète, mais en fait, il l'adopte. Ils avaient perdu leur fils un an avant, lors d'un tremblement qui avait ébranlé Alger. Leur petit garçon s'était retrouvé malheureusement enfui dans les décombres. Et il retrouve dans Aldino. Ali Betchin s'appelle Aldino Beccini. Voilà. Aldino, il avait un nom typiquement italien. Aldino qui veut dire petit Aldo. Voilà. Et donc, au moment où il est acheté et adopté par Fatah Allah, il se convertit à l'islam, à la religion musulmane, et il prête serment de foi, donc la shahada, al-Jama' al-Kbir, la grande mosquée d'Alger, la très belle mosquée d'Alger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On organise une grande fête. Alger est en fête, tous les habitants sont contents, ils sont ravis. Aldino devient Ali Betchin, Betchin pour Betchinine. En fait, il y a des raccourcis qui ont été faits. Et on organise donc une fête, une grande fête. Tout le monde est là, tous les notables, tous les chefs, les haras sont là et on vient de partout. Et c'est là qu'il croise pour la première fois le regard de celle qui va lui voler son cœur. L'Allahum. D'accord. Voilà, qui est la fille, qui est la princesse du royaume de Koukou. Elle est la fille d'Ahmed ibn al-Qadi ou Belqadi. Voilà, donc elle aussi c'est une fillette, hein, mais il la voit, elle est assise à côté de son père dans une espèce de... Dans une caravane, il s'apprête à repartir à la fin de la nuit. Et Ali tombe littéralement... Follement amoureux. Oui, ou du moins ça commence, hein, c'était les prémices. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? C'était un enfant espiègle, hein, et il grandit et il devient un véritable corsaire en chef. Il fait l'école militaire marine des Raïs. Il grimpe rapidement dans les échelons. Il devient amiral. Alors lui, avec ses parents... Il est chef amiral. Oui, amiral, carrément. Et il habite au Palais 17, au Bastion 23. D'accord. Voilà, donc le Bastion 23, qui était le siège justement du Festival de la Hagar il y a quelques années. Et une véritable âme alors qui circule dans tous ces vestiges aujourd'hui. Alors cette histoire d'amour, elle est quand même... On ne sait pas si elle est réelle. Elle a été rapportée. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette histoire d'amour. Sur Ali Betchin, bien sûr, des écrits existent, ont été rapportés. Qu'est-ce qui se passe? Il la verra 2 ou 3 fois dans sa vie. Et la dernière fois, ce sera pour qu'elle devienne sa compagne à vie, en fait. Voilà. Ali devient le lion des mers.
L'écumeur Sbel Bhar, en fait, voilà. Il est riche, très riche. Il possède à peu près 1000 esclaves entre agriculteurs, marins. Il a une fortune colossale et il la rencontre un jour pendant qu'il est guerrier. Hein, je veux dire, pendant qu'il à chaque fois qu'il revient à Alger, en fait. Il fait une guerre, il revient à Alger un soir, clair de lune, il entend une voix, il entend la larme en train de chanter, clair de lune. Et là, il sait que c'est elle, ce sera elle et personne. Elle est chez sa cousine Khdaoud, Khdaoud Lahmia. Donc elle aussi, c'est une autre légende, mais bon, c'est pas le jour pour la raconter. On en parlera. Exactement. Et donc Ali la voit. Il y a les us et les mœurs et les traditions, il ne peut pas l'approcher, il est à côté d'elle, c'est elle qui vient, le saisit par la main, elle l'emmène là où il y a l'orchestre pendant qu'elle chantait. Et il fait rien, il dit rien, mais il repart. Donc un jour, il est avec son père adoptif, ils sont près des côtes de la régence de Tunis, à Tabarka. Pas très loin d'El Khala. Et ce qui se passe, c'est que le bastion de la France, qui est installé à Tabarka, les attaque. Ils pensent que c'est des pirates ou des barbares qui arrivent pour les attaquer. Et ils les attaquent, tout le monde meurt, même son père adoptif, la flottille coule. Et Ali est le seul survivant. Il est blessé, donc au torse, à l'abdomen, il tombe dans un coma. Et quand il se réveille, il est dans un lit à Baldak. Et la voix qu'il entend, c'est celle de l'Allahum. Oh là là. Voilà, elle le soigne, elle lui raconte des histoires comme dans les contes des Mille et une nuits. D'accord. Elle tombe et c'est grâce amoureuse. à ça. Exactement, elle tombe amoureuse de lui. Par contre, au moment où il va demander sa main à son père, le roi du royaume de Koukou, il lui ramène plein de cadeaux, des diamants, de l'or, tout ça, qu'elle refuse. Ce qu'elle veut, elle, c'est qu'il lui construise une mosquée. Une mosquée. Et une mosquée. Et c'est comme ça qu'il a construit en 4 mois, rapidement. Il ramène le grand architecte qui a construit la mosquée bleue d'Istanbul, Mehmet Ara. Il ramène les tailleurs et les carreleurs d'Italie, il ramène le marbre d'Italie, c'est fabuleux, il y a des dorures, il y a du marbre blanc. Elle est sous le charme, elle accepte de se marier avec lui. Et voilà. Ils ont un garçon plus tard qui s'appellera Chalabi. D'accord. Mais lui, malheureusement, il meurt empoisonné. C'est une belle histoire aujourd'hui. On voit bien sûr cette histoire d'un autre œil avec cette mosquée, la mosquée de Chine qu'on a donc toujours, dont on a toujours entendu parler. La voici. Elle est spéciale. Pourquoi elle est spéciale ? Parce que les dômes qu'on voit au-dessus ressemblent à celles de Sainte-Sophie. Elle est spéciale aussi parce que c'est l'une des plus belles d'Alger. Son architecture est spéciale, elle est ottomane. On l'appelle aussi la mosquée des Kabyles. Et la différence, c'est qu'en dessous, elle est à 6 mètres de hauteur. En dessous, il y a des commerces. Il y avait une boulangerie. Il y avait aussi deux autres commerces. Voilà. Très bien. En tout cas, belle histoire. Oui, belle histoire. Vous nous laissez comme ça sur notre Il faut y aller à la mosquée. Voilà, ce sont des personnages qui ont existé. Mais est-ce que vraiment la légende a existé ? Vous avez un livre qui raconte... C'est une fable. C'est pas une légende, mais elle est racontée. Alors, le livre qu'on voit, c'est un livre qui a été écrit par Riccardo Nicolai. Il a été traduit par Karim Metri. Adapté aussi au théâtre. Il est du village de Ali Betchin, donc Massa en Toscane. Très bien. Et il a trouvé une lettre un jour écrite au roi de Massa par Ali Betchin. Et il décide d'en faire un livre. Bravo. Cet homme aussi a écrit une pièce théâtrale qui a été adaptée à Alger au Théâtre National il y a 2 ans. Il y a ce livre qui est sorti aux éditions Coucou aussi il y a 2 ans. En tout cas, il est disponible. En tout cas, très très belle histoire que vous avez racontée là. Très, très merci. On ne pourra pas encore continuer, mais en tout cas, on vous retrouvera avec grand plaisir dès la semaine prochaine pour continuer à travers donc ces beaux voyages et ces histoires, légendes et fables. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Samira. Merci, Amel. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Encore un beau métier à vous faire découvrir, celui du portrait d'un artisan verrier à Tizi Ouzou, et on se retrouve juste après. C'est avec nostalgie et avec une passion toujours aussi vivace que Amé Boussaad, comme aiment à l'appeler ceux qui le connaissent, raconte une expérience d'un quart de siècle comme artisan verrier. Un parcours semé d'embûches qui ne l'ont pas empêché de persévérer. À l'époque, il n'y avait pas les moyens, c'est-à-dire par l'expérience que je suis arrivé, on est arrivé à ce stade. Dès que le local c'était en location, on n'a les moyens de financement, c'est-à-dire à la base de ni moule, ni les machines et tout. Par rapport à uniquement, c'est par expérience, on est arrivé à ce point. Donc, alhamdoulilah, comme tu vois,
À Azazga, nombreux sont les jeunes fascinés par le métier de souffleur de verre. Et c'est avec grand plaisir que Ammi Boussaad tient à leur transmettre son immense savoir-faire en la matière. Le métier c'est comme des escaliers. Plus que on augmente la production, plus qu'on augmente la main-d'œuvre aussi en même temps. Ça, c'est très important pour l'Algérie. Âgé aujourd'hui de plus de 81 ans, le seul souhait de Aïssou Boussaad est de ne pas voir se perdre un métier qu'il affectionne depuis l'âge de 14 ans. Un très beau reportage en tout cas à faire valoir aussi les travaux donc, de nos artisans algériens. Eh bien, tout de suite, gros plan sur la rubrique de Ahmed Grigassen, les savants et chercheurs algériens. Donc avec nous, Ahmed, bonjour. Bonjour Amal, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue parmi nous, vous avez toujours votre bavette. Bien sûr, parce que, oui. Obligatoirement. Obligatoirement, parce que ça a repris, on reprend. Voilà, juste le temps de passer à l'antenne. Non. Et ensuite, on vous revoit avec votre masque. Hein. Exactement. On le dit. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un contemporain. On continue toujours. Un docteur, philosophe, professeur aussi, donc qui a un parcours très riche aussi. Hein. Exactement. C'est un peu... Il a c'est la pointure un peu de Malek Ben Nabi qu'on a vu la dernière fois. Tout à fait. Il est tout aussi important, mais un peu moins connu. Un peu moins connu. Un peu moins connu parce qu'il n'a pas fait beaucoup de... Il n'a pas créé comme Malek Ben Nabi autour de lui une sorte d'école, un cercle. Ouais. Lui, il a travaillé à l'université. C'est un grand philosophe. Il était connu aussi à l'étranger. Exactement. Très sollicité pour ses écrits. Ses écrits, c'est une référence, on le retrouve, ses travaux sont jusqu'à présent repris, c'est une référence dans certains domaines. Et il a touché presque à tout. Donc on parle en fait de Nabhani Qoriba. Voilà. Il y a des gens qui disent Qoriba. Voilà. Allah yarhamou, c'est un philosophe. Voilà, ça c'est sa photo, c'est l'une des dernières. C'est une émission qui a été faite à la télévision algérienne pendant les années 90. Voilà, donc à chaque fois on découvre des gens comme ça, on connaît le nom, on connaît un peu le parcours, mais quand on va chercher un peu plus, quand on va lire plus, on se retrouve avec... c'est une tête. Oui, donc c'est une tête pensante, c'est des personnes qui ont apporté, il y a eu une contribution dans le domaine de la recherche, de l'étude, comme vous le disiez la dernière fois aussi, l'ijtihad. Exactement. Donc Nabhani Qoriba, ce n'est pas juste un penseur, c'est un philosophe, l'un des rares philosophes qu'on a eu en Algérie peut-être au XXe siècle. Docteur en littérature, philosophie aussi. Voilà, il a fait un doctorat en philosophie. Il était destiné à être commerçant. Donc, il est né à Ouled Djellal, il a fait l'école coranique, puis l'école. Pour le collège et le lycée, il est venu à Alger. Et bien sûr, comme tous les Algériens, on avait noté une fois où, pour avoir décroché leur bac, ils sont obligés d'aller d'aller passer le bac en France. Parce que sinon, en Algérie, ils n'avaient plus l'âge. Donc, il y avait plein de restrictions parce qu'ils étaient dans la condition d'indigènes. Il y avait plein de conditions qui les empêchaient de continuer leurs études. Qui mettaient des barrières dans leur instruction. Exactement. Puis il revient. Quand il allait faire l'université, son père lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, je vais faire peut-être commerce et économie. Et le père lui donne une phrase qui est maintenant connue dans la région. Il lui dit, le commerce, c'est acheter pas cher et vendre plus cher. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça pour lui. Voilà, exactement. Et après ses études, il a commencé à travailler dans le commerce des dates à Constantine et à Alger. Puis il a vu que c'était pas vraiment son élément. Il est revenu au cadre où ses études. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il maîtrisait toutes les philosophies, donc des plus anciennes, grecques, latines, donc justement, religieuses. Il a été retenu pour cela, parce qu'il était très porté sur ces civilisations. Exactement, toutes les civilisations égyptiennes, babyloniennes, donc le Moyen-Orient. Et il maîtrisait aussi les philosophies récentes, donc le marxisme, comment il s'appelle l'autre l'allemand Nietzsche. Donc il maîtrisait Kant, Nietzsche, donc tout ce qui est après la Renaissance européenne. Donc il maîtrisait tout ça. Donc c'est ce qui fait, c'est ses élèves qui disent aussi, qui témoignent, ils disent il était très à l'aise dans son cours de philosophie à l'université, il maîtrisait tout ça. Moi, ce qui m'avait un peu marqué, c'est
pendant l'émission qui a été faite avec lui, sur lui, sur son parcours pendant les années 90, et il parle, il dit, oui, une fois, en parlant de mécanique quantique, ça c'est vraiment la physique du XXe siècle, c'est la révolution physique, ce qui s'est passé avec tous les grands noms, donc on connaît De Broglie. Il dit, oui, j'avais rencontré une fois De Broglie, le prince De Broglie, on a discuté sur ça et ça et ça, et ça m'a marqué parce que nous, on était complètement bloqués sur l'équation de Schrödinger, on découvrait la mécanique quantique, l'infiniment petit, l'infiniment grand, donc le micro et le macro, donc le Planck et toutes ces histoires. Et lui, il vient, il dit, oui, j'ai connu De Broglie et on a discuté, et comme c'est un philosophe, donc il maîtrise aussi ces questions de physique. Donc, c'est impressionnant. Hein, exactement, on se dit, c'est un témoin de l'histoire. Voilà, on palpe un petit peu ses connaissances, jusqu'où vont ses connaissances. Et c'est très important pour un philosophe. C'est du vécu, exactement, c'est du vécu. Donc il a côtoyé tout ce beau monde à un moment où la physique, la philosophie était en effervescence. Son essor. Voilà, exactement. Et non, c'est une révolution ce qui s'est passé avec la mécanique quantique pendant les années 20, les années 30. Donc voilà, c'est un peu. Et puis, donc, il a des approches qui sont un peu différentes. Donc, il y a le côté, bien sûr, philosophique pur. Donc, il a écrit sur ça. Donc, il y a la religion aussi. Et il y a aussi l'aspect philosophie islamique. Il s'est posé aussi des questions sur l'avenir de l'Algérie. Donc, il a un très beau livre qu'il a fait avec un Français. Des Africains discutent ou parlent, ou je vais voir. Donc, je m'excuse, comment il s'appelait le livre, donc je vais retrouver. Donc il a fait aussi des poèmes, donc c'est un poète. Il a écrit sur la philosophie, donc là je vais devant moi un travail sur le Ghazali, restauration des sciences religieuses. Donc c'est une étude qui fait ça. Exactement, c'est des Africains qui s'interrogent. Voilà. Exactement. Voilà. Et là ils se posent toutes les questions. J'ai eu le plaisir de feuilleter un peu. Donc c'est toutes les questions que se posaient les Algériens à l'époque. Je ne sais pas quelle a été ça, parce que c'est un livre qui est édité pendant la Révolution algérienne. Voilà. Quelles a été les motivations du livre? Quelles ont été les motivations de ce livre? Pourquoi il s'est posé toutes ces interrogations et ces questions? Et c'est toutes les interrogations, les conditions de la femme, les conditions de l'individu. L'homme en histoire, en islam plutôt. Exactement. Historicité et ouverture, ça c'est un très beau livre aussi, où il essaie de mettre en relief ou en perspective l'homme, l'individu, dans la civilisation islamique, et il se pose toutes les questions pourquoi le développement de l'individu a été à un certain moment bloqué, donc qu'est-ce qui fait qu'il y ait tous ces freinages pour la civilisation islamique, qu'est-ce qui fait qu'il y ait tous ces ratages. Donc lui, voilà, ça c'est le côté philosophique. C'est vraiment des questions donc de l'heure très importantes. Il faut faire appel à un philosophe. C'est vrai qu'il faut se rattacher bien sûr à ces racines surtout et l'islamité bien entendu, mais avec l'intervention d'un philosophe pour la compréhension aussi des. Exactement. Et les questions, il se posait donc c'est un peu le drame des idées dans les civilisations. C'est à un certain moment, quand une civilisation est en essor, quand elle est en plein développement, donc elle est créatrice d'idées, elle est porteuse d'idées, elle est dans l'avancée, et puis commence la régression, et la civilisation devient stérile. Donc il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de concepts, il n'y a plus de questionnement. Donc elle est vouée à la disparition. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas autant peut-être de rencontres philosophiques, de tables rondes aussi autour de ces questions, pour pouvoir sensibiliser un maximum aussi. En fait, oui. Il faut dire qu'au début du XXe siècle, les Algériens qui étaient dans la condition d'indigènes, ils ont créé des cercles de réflexion, ils ont créé des nawadis. Il y a même un livre qui a été écrit sur les nadis de Tlemcen, il n'y a pas eu qu'un seul. À Alger, on a eu plusieurs. Nadi Tarqi à Alger, il y a eu Nadi Saleh Bey à Constantine. Tous ces nadis étaient, où ils invitaient même des Français, des professeurs d'université qui venaient donner des conférences sur des thèmes particuliers, même pour critiquer l'islam. Et les gens étaient là, ils écoutaient, ils essayaient de répondre. Et c'est ce qui fait que ça invite à la réflexion. Et par la suite, donc,
quand on arrive à un état où tout est sclérosé, tout est fermé, donc c'est tout à fait normal que c'est dommage, tout ça s'arrête. parte dans l'oubli et ça s'arrête. Et bien entendu, lui a été peut-être mal connu et peu connu par le grand nombre donc, de la population et des Algériens, peut-être parce qu'il a été peut-être mal médiatisé ou très peu médiatisé. Moi, je pense que plutôt que, vous savez que maintenant, on est devant une génération qui est monolingue. Donc, nous, on voulait passer au trilinguisme, à devenir même polyglotte. On est maintenant... Ça, c'est son écriture. Donc, on va voir par la suite. C'est son écriture. On voit que c'est une écriture... donc, peut-être qu'on va demander à un graphologue d'étudier. Elle est très inquiète. Elle est, vous voyez, donc c'est... peut-être qu'il était... Non, c'est en 62, il n'était pas vieux. Ça dépend de l'âge. Non, en 62, il n'était pas vieux. Donc, c'est Alger... 17 octobre 1962 ou 67, je ne sais pas. Mais ça se voit que c'est un gars qui écrivait beaucoup, qui est très rapide. Donc, voilà, donc il a des idées qui dépassent la main. Exactement, très rapide. On va demander à un graphologue plutôt qui nous dira un peu plus. Exactement sur toutes ces images, je remercie les gens que je ne connais pas qui mettent ces images sur Facebook. Vous le faites régulièrement. Voilà, donc je les remercie du fond du cœur parce qu'ils nous donnent de la matière pour présenter. Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos, il n'y a que 2 ou 3 de ces photos. Ça, c'est une question très importante, le bien et le mal d'après le Coran. On a parlé la dernière fois de Cheikh Abdullah Derrez, qui lui a parlé de la déontologie et l'éthique dans l'islam. C'est toujours des thèmes d'éthique qui revenaient à l'époque. Qui est récurrent, ça revient. Voilà, à l'époque, il y avait une idée dans les milieux orientalistes qui disait qu'il n'y a pas d'éthique islamique, ça n'existait pas. Donc les gens sont partis puiser dans les sources. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc lui, il a publié un livre, ce livre, Le bien et le mal, d'après le Coran. Aujourd'hui, l'université, la philosophie en Algérie, peut-être, s'intéresse à son parcours, s'intéresse aussi à sa démarche philosophique. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que l'un des jeunes philosophes, il est peut-être prof à l'université, je pense qu'il est docteur, au moins, il a fait un travail sur Nabahani Qoriba. Maintenant, le problème, c'est que je pense, d'après moi, c'est un peu ce barrage de langue qui existe entre les sciences humaines en Algérie qui ont adopté une langue, donc et ces écritures, elles sont toutes en français. Donc il n'a pas fait comme Melk Ben Nabi. Melk Ben Nabi a eu la chance d'avoir été traduit très tôt. Donc c'est ce qui a fait qu'il est connu dans les deux langues. Maintenant, Nabahani Qoriba, j'ai pas vu d'écrit en arabe, j'ai pas vu de travail traduit. Donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus, justement, que ce soit traduit en plusieurs langues, que ce soit traduit en arabe, en berbère aussi, pour ouvrir le champ donc, à la réflexion qui soit accessible. Et l'accessibilité. Vous voyez là, le titre qu'il choisit pour les sunnites, donc c'est pas les sunnites, lui il choisit les sunnites, et en parenthèse, l'islam légalisé. Quand il parle de Kharijit, il parle de la démocratie, donc les musulmans démocrates ou la démocratie en islam, quelque chose comme ça, il met ça en parenthèse. Il avait aussi quelques visions, il avait des idées à lui. Donc là, j'ai été surpris de voir qu'il y a une cité, une nouvelle ville qui porte son nom à côté de chez lui. Lui, il est pour lui rendre hommage. Et là, ils mettent, et il le mérite, le philosophe alami, le philosophe universel, Nabahani Qoriba. Lui qui a été très sollicité à l'étranger, il a eu des prix même. Il a eu donc beaucoup d'intérêts lui ont été portés pour son engagement, sa recherche aussi. Il a porté énormément aussi dans l'enseignement. Exactement. Donc, il a aussi un livre sur la philosophie en islam. Donc, il s'est intéressé à Omar al-Khayyam. Et donc, et là, le travail phare de Nabahani Qoriba, c'est sa thèse de doctorat, c'est l'humain universel. L'humain universel, donc c'est une philosophie c'est la philosophie esthétique. J'ai ramené le livre, j'ai oublié que j'avais mis sur flash 10. Donc il essaie c'est un travail. Je ne suis pas philosophe, donc je m'excuse d'avance. Philosophie esthétique. Exactement. Il parle de l'importance de l'art. Tout ce qui est esthétique, de l'esthète dans l'homme. Donc, et à la fin, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui est le commun des hommes. Donc, on apprécie tous la beauté. Donc, on n'a pas les mêmes goûts, bien sûr, mais on apprécie quand même la beauté. Et l'homme, donc,
tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique, donc que ce soit dans les arts, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la musique, donc tout ce qui, c'est ce qui fait que c'est le langage universel des hommes, c'est ce qui les relie entre eux. Ce qui fait la différence, ce qui fait la aussi différence avec aussi, exactement. les animaux. Et c'est ce qui souligne l'importance de développer l'esthétique chez les gens, parce que chez nous, il y a des villes, quand vous passez, ça vous déprime pour une semaine. Il y a donc esthétiquement, il y a des villes qui sont... Alors que comme vous êtes dans la nature, et c'est ce qu'on appelle la pollution urbanistique, quelquefois, qui fait défaut, malheureusement, dans certaines régions, ou de certains quartiers, carrément. Exactement. Vous pourrez y revenir. Exactement. Et ça vous imaginez, ça vous met personnellement mal à l'aise. Imaginez les gens qui vivent dans ce genre de milieu pendant des années, vous n'allez pas en faire des Van Gogh ou des Picasso. Sûrement, c'est impossible. Ouais. Donc, ça a de l'influence. L'esthétique a beaucoup d'influence sur l'homme. Sur la créativité. Exactement. Quand on est mal à l'aise, quand on n'est pas bien dans sa peau, donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans la nature, parce que la nature, c'est quelque chose de beau naturellement. Par essence, c'est beau. Vous partez à la mer, vous contemplez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on est obligé de se mettre à observer, lever la tête au ciel. Si le bon Dieu a créé toutes ces belles choses et cette richesse, et surtout cette nature, et vous avez la mer en face de vous, et que l'être humain va venir barrer cette vision, c'est la même chose. Donc, dans toutes les constructions qu'on fait, que l'homme fait, il doit prendre en considération ce genre d'aspect, l'aspect esthétique, tout ça, parce que ça fait partie c'est un besoin naturel, c'est un besoin... Alors, on parle toujours donc de l'homme, de sa recherche, de ses parents, etc. Sa descendance... Je ne sais pas. Voilà. Aucune information. On n'a pas d'information. Je n'ai pas cette information. On aurait peut-être eu la possibilité de parler de sa continuité, de son devenir. Peut-être qu'il y a eu une relève par la suite. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de quelqu'un qui s'est occupé, par exemple, de l'œuvre de Nabahani Qoriba. Donc, c'est dommage. C'est pas comme par exemple Arkoun, il a laissé au moins un élève qui est en train de travailler, donc je ne sais pas. Et puis parler surtout, donc refaire revivre cette personnalité, ce philosophe, continuer à travers peut-être des rencontres qu'on va nommer, qu'on va pérenniser. Il y a eu quelques conférences qui ont été faites, surtout lui il est mort en 2004, donc je pense qu'il y a eu une conférence en 2007. Elle s'est faite, il y a eu quelques coins, 2 ou 3 je pense, où ces anciens élèves de l'université qui étaient venus... Ou qu'on va donner le prix philosophique par exemple, et on va nommer, on va le donner au nom de Nabahani, ça serait magnifique. En plus, il a tout ce qu'il faut, son nom, le prénom est très beau, donc on peut le donner sans aucun problème. Il le mérite bien en plus. Et aussi, en général, dans la recherche, donc, lui, il a fait un travail, il a fait avancer les choses, il est arrivé à un certain point de sa réflexion. Donc, la recherche, c'est pas tout simplement de revenir sur les travaux et d'en parler, c'est aussi de continuer, de puiser, de chercher plus, peut-être de critiquer, trouver des failles, des brèches, continuer, lancer des chantiers, ouvrir des axes de recherche. C'est ça, la recherche. À chaque fois, c'est continuer. Maintenant, lui, s'il avance, il n'y a personne qui continue. Donc, on tombe dans l'erreur. La civilisation, c'est le cumul. La stagnation. C'est la stagnation et puis c'est des ratages, tout simplement. C'est dommage. En tout cas, c'est une personnalité que vous nous avez fait revivre aujourd'hui à travers ses écrits, à travers son parcours et surtout son idée, surtout ses idées philosophiques qui ont marqué aussi son temps et qui ont été repérées ailleurs et pourquoi pas chez nous. Heureusement qu'il a publié, donc ses travaux ont été publiés, il a des articles aussi qu'il a publiés dans quelques journaux, Algérie Actualité. Voilà, plusieurs ouvrages. Plusieurs ouvrages. Des essais je ne sais pas, il a des recueils de poésie et apparemment, peut-être qu'il aurait même laissé des manuscrits, quelque chose qui n'a pas... Parce que depuis qu'on l'a vu à l'émission au début des années 90, il est mort en 2004. Est-ce qu'il a eu le temps d'écrire ses mémoires? Est-ce qu'il a eu le temps de penser à autre chose avec tout ce qui s'est passé en Algérie à l'époque? Est-ce que quelque chose a germé dans son esprit? On ne sait pas. Donc,
peut-être les gens qui connaissent sa famille. Qui sont proches, ils pourront nous le dire. Voilà, peut-être. Ouais. Voilà, en tout cas, vous êtes visible sur les réseaux sociaux, on vous reconnaît. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de personnes qui vous envoient des photos, d'ailleurs, pour contribuer justement à l'émergence de cette rubrique. Nos savants et chercheurs arabes et plus particulièrement algériens, ça nous fait plaisir. En fait, la dernière fois, je n'avais pas dit, c'est que par exemple, l'émission qu'on avait faite sur Cheikh El Haddad, c'est que c'était l'un de vos invités qui passait avec Hamid Belqassam. Oui. En sortant, il me dit pourquoi vous ne faites pas Cheikh El Haddad. Mais je n'ai pas gardé son nom, donc peut-être que je vais le retrouver un jour. Ça devait être aussi peut-être notre océanographe qui travaille. Exactement, c'est lui. C'est l'océanographe qui m'a dit qu'il était descendant de Cheikh El Haddad. Voilà, donc pour corriger. En tout cas, c'était très bien donc de pouvoir. Ça se passe comme ça chez nous quand. Voilà, donc il y a une interactivité quand même. Avec nos invités. Et c'est encore une fois l'occasion de valoriser certaines personnalités, peut-être oubliées, mal connues et peut-être pas assez médiatisées, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne les valorise pas parce que leur valeur est intrinsèque, ils ont fait un travail, le travail est là, donc si on ne le fait pas nous, le travail de Nabhani Qoriba va être analysé, étudié sous d'autres cieux, il va être connu, il va être comme Malik Ben Nabi, et on va encore une fois le rater. Exact. En tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, et comme chaque semaine, dans Bonjour d'Algérie, on a l'occasion de faire revivre à la mémoire de ces personnalités qui ont marqué leur temps. Merci beaucoup, Ahmed Belgarsen. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien, faites très attention. Le masque de rigueur, bien sûr, tout de suite après. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié notre émission. On continue à vous informer et surtout vous distraire à travers nos rubriques et surtout nos thématiques choisies. Continuez à nous suivre. Merci à toute l'équipe. Bonne journée à vous tous et à très bientôt. Au revoir.